J'ai le plaisir d'accueillir Diane Perper-Wakil, qui est professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Montpellier, et qui a beaucoup travaillé sur l'organisation des soins et des filières, notamment les liens ville-hôpital. Ça, je crois que ça va être le sujet de ton topo, qui travaille aussi beaucoup à donner l'accès, je pense que ça c'est un défi majeur, aux populations pédopsychiatriques à des soins basés sur les données probantes. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a à travailler avec force. Bien, je te laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, merci pour cette introduction, merci à Marie-Odile et à toute l'équipe pour cette invitation et ces merveilleuses journées qui sont toujours, je trouve, extrêmement stimulantes. Et merci de faire une place aussi à la pédopsychiatrie. C'est toujours très stimulant, je trouve, d'avoir ces échanges. Alors ça, ce sont des données qui sont déjà anciennes, mais c'est quand même pour rappel, on l'a évoqué à plusieurs reprises, le problème de santé des 10 à 30 ans, les problèmes de santé principaux, c'est les troubles de santé mentale. C'est bien plus prévalent que les autres problèmes de santé à cet âge-là. Cette diapo est ancienne, mais ceci dit, ça posait déjà pas mal le problème. Ce qui se passe évidemment depuis le Covid, c'est qu'on voit une explosion, vraiment le terme je pense est approprié, de difficultés et de souffrances psychologiques et psychiatriques globalement dans la population des 15-25 ans. En particulier, ça a déjà été souligné chez les jeunes filles, chez les jeunes femmes. Et notamment ici, ce sont des chiffres pas encore publiés, mais qui viennent de nos passages aux urgences pédopsychiatriques au CHU de Montpellier entre 2019 et 2021. Et vous voyez qu'en fait, ça ne fait qu'augmenter avec la... voilà, il y a une vraie rupture autour de la période pandémique. Mais en fait, la situation n'est pas du tout stabilisée. Et ça, c'est une méta-analyse sur les symptômes anxieux et dépressifs. C'est là aussi 2021, donc on est sur des chiffres qui sont encore un peu au début, qui font le bilan du début de la pandémie, mais on a un jeune sur 4 avec des symptômes dépressifs élevés, un jeune sur 5 avec des symptômes anxieux élevés et des taux qui sont à peu près doublés par rapport à la période pré-pandémique, et surtout une absence de stabilisation avec le temps. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Alors revenons un peu maintenant sur la question de l'organisation des soins, parce qu'évidemment, ça a impliqué, la pandémie a impliqué une réorganisation des services avec une grosse réflexion sur l'accessibilité, alors qu'on ne pouvait pas vraiment toujours se voir et aller sur place. Donc ça a été le développement de toute la télé, les téléconsultations et des moyens aussi de valorisation de ces activités et de les mettre vraiment dans je dirais dans notre pratique de tous les jours, et on a gardé ces stratégies-là. Mais réfléchissons maintenant aux trajectoires et besoins de soins en fonction des jeunes qui soit entrent dans les soins, soit ont besoin d'une continuité des soins. Alors je ne vais pas trop revenir sur les jeunes, les jeunes personnes qui entrent dans les soins. Ils ont des besoins bien sûr de détection et ils ont aussi des besoins parfois d'accompagnement vers les services appropriés, que ce soit l'intervention précoce ou des structures communautaires, les CMP, ou éventuellement des filières un peu plus spécialisées, comme par exemple les filières pour les troubles du comportement alimentaire, dont on sait qu'il y a besoin de soins spécifiques à ces taux-là, et que ce n'est pas quelque chose qui peut être très facilement supporté dans des soins communautaires, à part pour le repérage et l'accompagnement. C'est vrai aussi pour certains troubles d'usage de substances ou les filières psychotrauma. Moi, je voulais m'intéresser aujourd'hui aux jeunes personnes donc, suivies en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui ont besoin, pour un certain nombre, d'une transition entre les services pour aller vers la psychiatrie d'adulte, mais peut-être aussi vers d'autres types de services, des services médico-sociaux, les praticiens en libéral ou des soins études ou des soins de santé universitaires. D'autres ont plutôt besoin d'avoir un accompagnement vers un arrêt des soins planifiés, mais ça veut dire aussi qu'il faut construire chez les jeunes un savoir-faire par rapport à l'utilisation des services.
et qui on va aller recontacter si on va moins bien. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait et pas toujours bien préparé. Ensuite, la place de la famille. La place de la famille, c'est quelque chose de très important. Ça a été pas mal déjà évoqué dans les interventions précédentes, mais finalement, c'est toujours à évaluer en fonction du contexte. On a un certain nombre de jeunes qui, vers 16-17 ans, ne veulent plus avoir trop d'implication de leur famille, et d'autres, au contraire, qui vont encore en avoir beaucoup besoin et qui vont la réclamer bien au-delà de 18 ans d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui, dans notre organisation des systèmes de santé, n'est pas suffisamment flexibilisé, à mon avis, pour que ce soit vraiment opérant. Alors peut-être on peut revenir un petit peu sur quels seraient les besoins des jeunes en âge de transition. Bien sûr, pour des jeunes qui sont déjà suivis en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, il faut faire évoluer la relation thérapeutique. La relation thérapeutique, elle est très souvent portée, la demande au départ, elle est portée par l'école, les parents, en tout cas des personnes extérieures aux jeunes. Et c'est quelque chose il faut, pour que la demande et la prise de conscience ou la demande de soins vraiment émerge de façon autonome, il faut encore l'accompagner. Il faut parfois reprendre, pour des jeunes qui sont suivis depuis longtemps, des points de psychoéducation. Moi, je vois très, très bien, je suis parfois des enfants que je connais depuis l'âge de 6 ans, on va dire, même plus jeunes, et c'est marrant parce que je me rends compte que vers 15 ans, 14 ans, ils ont des demandes de psychoéducation et on a, nous, l'impression qu'ils les connaissent depuis longtemps, que c'est installé, qu'ils devraient savoir. Et en fait, non, il faut probablement reproposer des choses même un peu plus formelles parce qu'en fait, on s'est beaucoup adressé aux parents, on s'est parfois adressé aux partenaires sociaux, aux partenaires scolaires, mais il y a des points à reprendre et des besoins vraiment importants. Il y a ensuite des évolutions en besoin, bien sûr, d'aménagement de la scolarité, des formations professionnelles. Et il y a un autre point qu'on oublie beaucoup, notamment pour les jeunes qui ont des troubles, soit des troubles émergents, soit évidemment des troubles du neurodéveloppement, voire évidemment l'association des deux, c'est la question de l'autonomie financière, la gestion du budget. Il y a parfois des choses qui ne sont pas du tout anticipées en termes de protection, en termes d'apprendre à gérer un certain nombre de démarches du début de l'âge adulte. Et on voit que les jeunes, ils sont en tension sur ces demandes d'autonomie sociale que la société leur pose et ils sont en difficulté. Évidemment, ils sont en grand danger de désengagement. Il faut donc rester à l'écoute. Et pour un certain nombre de jeunes, par exemple, qui ont un TDAH avec des traitements plutôt au long cours, il faut de temps en temps écouter leur demande de « est-ce que j'ai encore besoin de mon traitement ? Est-ce que je peux faire une pause ?» Et ça se coordonne. Mais ça veut dire aussi qu'il faut l'écouter et qu'il faut avoir la possibilité d'accompagner des jeunes, même dans des périodes où ils sont moins adhérents aux soins, qui respectent moins les rendez-vous, etc. Ensuite, il y a la question de santé globale. Parfois, c'est vraiment même au premier plan. Les troubles associés, les conduites à risque. On sait qu'un certain nombre de jeunes avec des troubles du neurodéveloppement sont à risque, bien sûr, pour les expositions traumatiques, mais aussi pour les conduites à risque et tout ce qui est sexualité problématique, grossesse non désirée précoce, etc. Donc ensuite, il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est la variation d'efficacité des traitements. Il y a des variations qu'on ne comprend pas très bien, mais avec l'âge, avec l'évolution des symptômes, l'évolution du contexte environnemental et probablement aussi tout simplement avec les variations hormonales pubertaires. Et c'est quelque chose qui, notamment dans le TDAH maintenant, est pas mal étudié, mais qu'on ne comprend pas encore très très bien. Et on sait aussi, ça a été aussi évoqué un petit peu, que les traitements antipsychotiques, par exemple, parfois il faut aller, pour les jeunes qui ont des troubles relativement précoces, il faut aller assez vite vers des traitements de type clozapine parce que souvent on a de bons résultats et c'est pas la peine de se satisfaire de résultats, on va dire, insuffisants. Alors, un mot sur le projet Milestone, qui est un projet européen qui s'est vraiment intéressé à la question de la transition entre la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la psychiatrie d'adulte. On a donc, du coup, suivi sur 2 ans une cohorte de jeunes recrutés dans différents pays européens dans des structures de psychiatrie de l'enfant et on les a accompagnés au moment où ils allaient quitter la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et 2 ans de suivi. Ça, c'est la cohorte Milestone. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails là-dessus, mais je voulais juste vous donner quelques chiffres. Il y a
quand on demande aux psychiatres qui suivent ces enfants au départ, 25 à 49% des usagers des services de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, selon leur clinicien référent, auraient besoin d'une transition vers la psychiatrie de l'adulte. Et on sait que dans 60% des pays européens, il n'y a pas de dispositif coordonné de coopération entre la psychiatrie d'adulte et la psychiatrie enfants et ados et adultes, qu'il y a très peu de recommandations nationales. Il n'y a que la NICE qui s'est intéressée à ça pour le moment. Il y a peu de dispositifs locaux ou régionaux et il y a très peu d'évaluations standardisées un peu spécifiques des besoins des jeunes qui sortent de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. C'est-à-dire qu'on les laisse drifter et sortir, mais on ne les a pas évalués de façon systématique au départ. Et de la même façon, en psychiatrie de l'adulte, il y a seulement un peu moins de 30% de dispositifs qui visent à améliorer l'accueil des jeunes qui arrivent de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Alors maintenant, on va voir dans la cohorte Milestone ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire que, vous vous rappelez que selon les psychiatres enfants et adolescents ou les référents de pédopsychiatrie, il y a 25 à 50% grosso modo de leurs usagers qu'ils verraient suivis en psychiatrie de l'adulte. Et là, c'est ce qui se passe sur les 2 ans. Et sur les 2 ans, vous voyez qu'il y a ici, à 15 mois, on est à 10%, seulement moins de 10% des jeunes qui ont réellement fait une transition vers la psychiatrie d'adulte. Ceux-là, en bleu foncé, ils sont restés en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et vous voyez quelles sont les proportions ensuite. Ça, c'est à 2 ans. Donc, on a à 2 ans toujours à peu près 10% des jeunes qu'on retrouve dans un suivi de psychiatrie d'adulte. Alors, psychiatrie adulte publique. Les autres, ils sont soit perdus de vue, ça c'est ici, soit ils sont quelque part ailleurs dans des soins, mais on ne sait pas trop ce que c'est vraiment. Ça peut être des maisons des adolescents, ça peut être des praticiens privés, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas un dispositif de psychiatrie publique. Alors, ce qu'on a vu, c'est que si on fait une transition un peu préparée avec des outils d'évaluation plus standardisés, on arrive en fait à améliorer l'évolution des symptômes sur les 2 ans. Entre ceux qui font une transition dite managée, je vais vous montrer à quoi ça correspond, et une transition comme d'habitude entre la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la psychiatrie d'adulte. Alors ce qui a simplement été fait, c'est une évaluation systématique pluriaxiale, c'est-à-dire sur les symptômes, mais aussi sur le fonctionnement, sur la compréhension. Est-ce qu'on comprend ces symptômes? Est-ce qu'on sait utiliser les services de soins? Et est-ce qu'on est... quel degré de gêne fonctionnel globalement on a? Ça, c'est un questionnaire standardisé qui s'appelle le TRAM et qui a été utilisé pour cette transition managée. Il s'agissait de faire l'évaluation systématique et de la restituer à la jeune personne, à la famille et aussi à l'équipe de soins vers laquelle on envisageait de faire la transition. Donc c'est quelque chose qui est relativement accessible, pas très coûteux et relativement facile à implémenter. Alors maintenant, j'ai envie de dire, intéressons-nous à ce qui peut se passer par rapport justement au réseau libéral. On a vu que finalement très peu de jeunes sortant de pédopsie allaient vraiment vers la psy d'adulte. On ne sait pas trop pourquoi, mais enfin, en tout cas, c'est un fait. Ils vont donc pas mal en libéral. Et à Montpellier, on a eu la chance d'avoir un dispositif financé et en collaboration entre le CHU de Montpellier et l'URPS, médecin d'Occitanie, qui est un dispositif de soins partagés. Le dispositif de soins partagés pour adultes, ça existe déjà, ça existe à Toulouse, ça existe à Créteil, il me semble, et à Versailles. Et ici, c'est un dispositif enfant-adolescent. Et il y a 2 parcours dans ce dispositif. Et l'idée, c'est en fait, on sait qu'il n'y a pas assez de pédopsychiatres pour absorber tous les besoins. On sait qu'il faudrait probablement transitionner plus de jeunes vers la psychiatrie d'adultes, mais on sait que ce n'est pas possible réellement. Donc, que faire? On va essayer à ce moment-là d'appuyer les besoins de cette population par l'intermédiaire d'un appui au médecin généraliste ou du pédiatre éventuellement pour
finalement donner rapidement un avis diagnostique thérapeutique et une aide à l'organisation du parcours de soins pour des jeunes qui vont entrer dans le dispositif. Et là, en fait, c'est un dispositif assez simple où le médecin interpelle l'équipe par mail et ensuite il y a une infirmière de coordination qui prend le contact avec la famille et qui prend des renseignements un peu plus avant. Et ensuite, là, à ce moment-là, il y a un staff de coordination et on sait tout de suite est-ce que c'est un jeune qui va entrer dans le dispositif de soins partagés ou est-ce que c'est un jeune qu'il faut tout de suite accompagner vers une consultation de niveau 2, donc un CMP, ou une consultation hospitalière, éventuellement une filière ou une filière d'urgence, ça nous arrive aussi. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'orientation vers des soins de niveau 2, mais qu'on peut être dans le DSPP, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'à ce moment-là, le suivi revient au médecin généraliste ou au pédiatre, mais avec la possibilité d'ouvrir des forfaits vers des suivis en psychothérapie. Mais à la différence de ce qui est dans le droit commun, c'est-à-dire mon parcours psy non, je ne sais plus comment il s'appelle, il a changé de nom, mais mon soutien psy, voilà, mon soutien psy. À la différence de mon soutien psy, il y a eu une évaluation pédopsychiatrique au début du parcours. Et ça, vous allez voir que ça change un peu les choses. Ensuite, avant de passer au résultat, il y a un deuxième parcours. Parce que le deuxième parcours, on a aussi pensé à notre filière, c'est-à-dire à nos jeunes qui sont au CHU, qui sont suivis. Alors nous, le CHU, en fait, les CMP sont les consultations hospitalières du CHU, si vous voulez, sont rattachées au CHU. Et ce qu'on souhaite parfois pour certains jeunes, c'est les accompagner vers le libéral, vers des suivis plus légers, mais avec quand même une certaine coordination par le médecin généraliste et peut-être accompagné un temps par l'équipe du DSPP. C'est en fait une organisation du parcours en libéral pour des jeunes qui vont mieux, en fait, qui sont plutôt en train d'aller mieux. On se dit, tiens, ils ont moins besoin du dispositif de niveau 2, un peu spécialisé, donc on va les accompagner dans cette organisation du parcours. Donc là, les médecins adresseurs, c'est les psychiatres du CHU ou la maison des adolescents. Et on peut aussi, dans ce parcours 2, avoir un complément de suivi. Évidemment, vous n'allez pas toujours vouloir avoir toutes les psychothérapies dans votre CMP ou dans votre consultation hospitalière. Vous ne pouvez pas l'organiser. Il faudrait une armada de psychologues que nous n'avons pas. Et en plus, il faut des psychologues dans le territoire, en fait, pour les soins de proximité. Donc, c'est ce qui est permis dans ce parcours 2. Alors maintenant, ça, je vais juste vous donner un schéma. Donc, vous vous rappelez un simple mail d'adressage, une prise de contact par l'infirmière de coordination, un staff. Ensuite, est-ce qu'on est déjà réorienté? Et là, 35% des demandes sont réorientées parce que ce sont des demandes qu'on sait tout de suite de niveau 2. Et on oriente parfois aussi, d'ailleurs, tout de suite vers, par exemple, l'équipe d'intervention précoce d'Alexandra Carré qui est avec nous. Et après la consultation psychiatre, il y a encore 6% de réorientation. Et pour les autres, on confirme qu'en effet, un parcours médecin généraliste ou pédiatre et psycholibéral, mais psycholibéral dans un réseau, c'est-à-dire une psycholibérale qui, si elle est en difficulté ou si il est en difficulté, peut revenir vers l'équipe du DSPP en disant, écoutez, l'indication peut-être convient pas, ou j'ai perdu le jeune de vue, ou bien je suis en difficulté parce que la famille, il y a une complication avec la famille, je me pose la question d'une intervention sociale. Bref, on a des psychologues qui sont dans un réseau et qui peuvent réinterpeller l'équipe du DSPP. Alors, dans le déploiement, les articles 51, ce sont des projets expérimentaux sur une durée de 5 ans. Nous, on a passé le cap des 2 ans. On a eu une évaluation intermédiaire à mi-parcours et on est en train, en fait, de finaliser le déploiement régional. On a, nos inclusions. Donc ça, c'est juste pour vous dire que vous voyez la courbe en rouge sont les demandes. La courbe en vert, ce sont les inclusions réalisées. Donc sur 2 ans, on a 308 inclusions réalisées. Sur un prévisionnel qu'on estimait à 300. Donc on est vraiment dans le prévisionnel qui est en bleu sur la courbe.
La médecine de ville répond plutôt bien maintenant, c'est-à-dire qu'on a commencé beaucoup par le parcours 2, c'est-à-dire les demandes qui venaient du CHU. Puis maintenant, on a vraiment bien embrayé avec la médecine de ville, avec un peu moins de 200 médecins généralistes qui adressent au DSPP et 25 pédiatres qui adressent au DSPP aussi régulièrement. Je ne vais pas passer dans les détails. Ça, ce graphique est intéressant parce que ça vous montre la dynamique. En vert, ce sont les demandes du libéral. Donc vous voyez que grosso modo, sur les 2 ans d'expérimentation, les demandes du libéral ont nettement progressé et les demandes du parcours 2 du CHU, assez logiquement, elles sont restées stables, mais elles sont restées voilà, à un niveau globalement stable par rapport à l'identification, parce que le dispositif était évidemment identifié dans les équipes du CHU. D'accord, mais donc on a la deuxième année une majorité des demandes qui émanent maintenant des médecins généralistes ou des pédiatres libéraux, ce qui veut dire qu'on a quand même réussi notre pari de rendre service, on va dire, au projet de soins et aux trajectoires de soins de jeunes entrant dans les soins. Donc le déroulement des projets, je vais simplement vous dire que quand on réoriente, vers où on va réorienter, c'est essentiellement ici vers la psychiatrie du CHU, que ce soit le secteur que je coordonne ou celui du professeur Bagdadli, et ensuite ça peut être d'autres consultations spécialisées, d'autres structures psychiatriques ou d'autres parcours par exemple. Mais globalement, voilà, 35% des demandes initiales font l'objet de cette orientation. Ça, c'est simplement ça vous donne une idée un peu de la répartition géographique des médecins demandeurs, des psychologues de ville en bleu clair. C'est simplement pour vous dire que bien sûr il y a des zones peu denses dans l'Hérault, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir, mais globalement ça s'est beaucoup développé autour de Montpellier et dans la zone littorale et dans l'Est, et ça, le déploiement de l'Ouest est en cours. Donc il y a un système d'information qui nous permet de partager des informations. Les psychologues et le DSPP communiquent par un dispositif d'information qui s'appelle SPICO et qui permet en fait un accès à l'information. Alors ce n'est pas un accès au dossier médical complet, c'est vraiment l'information uniquement nécessaire aux psychologues et aux médecins adresseurs et bien sûr à l'équipe du DSPP. Et puis on a un programme de recherche qui démarre pour avoir des données sur ce dispositif. On a aussi des événements, on organise des comités de pilotage bien sûr, mais aussi des modules thématiques de formation pour les psychologues, mais aussi les médecins de ville. Donc on en fait plusieurs sur un tas de thèmes différents. Et c'est simplement pour conclure, maintenant la personnalisation des parcours, on a vraiment besoin d'une recherche en implémentation de personnalisation des parcours et d'amélioration de l'efficacité des parcours et d'avoir des appuis pour la généralisation de ce qui fonctionne, tout en adaptant ça au contexte développemental, au public spécifique, en gardant en tête, bien sûr, l'enjeu de la transition entre les services et des services pour toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diane, pour ce modèle très, très structuré et hiérarchisé, je trouve, de la transition. Ça, parce qu'on a parfois tendance à finalement trop réfléchir en interne à nos systèmes de seconde, voire de troisième ligne. Là, on voit que les choses sont vraiment... les flux, on va dire, sont vraiment bien ventilés sur les différents niveaux de soins. C'est très, très inspirant pour tous nos territoires. Alors, le temps a beaucoup filé. Bon, éventuellement une micro-question, mais vraiment très courte. Et puis, oui. Donc ici devant une... Voilà. Merci Diane, c'était passionnant. Moi j'avais une question pour savoir, est-ce que les jeunes sont contents de ce parcours coordonné vers la ville, on va dire? Alors, oui, on a fait... Alors, les évaluateurs qui sont venus faire l'évaluation intermédiaire ont fait des sondages avec les jeunes, les psychologues, les parents, les médecins. Et actuellement, j'ai pas encore le rapport définitif, mais le retour est plutôt intéressant, oui. Favorable. Eh ben, merci beaucoup. Bravo.